Salut les terriens et bienvenue sur le journal de l'espace. Bon, aujourd'hui les terriens, c'est une journée un peu spéciale, une journée anniversaire pour la chaîne en quelque sorte, mais pas d'un événement très marrant, vu que ça fait exactement 1 an aujourd'hui que le JDE s'est fait pirater. Bon, je sais pas si vous vous souvenez de cet événement, c'était probablement l'un des pires que j'ai pu vivre avec la chaîne, où j'ai bien failli tout perdre. Et si je vous parle de ça, c'est assez marrant, c'est parce qu'en fait la vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par NordPass, que je remercie d'ailleurs, qui est un service de gestion de mots de passe, qui à l'époque m'aurait sans doute évité ce piratage généralisé. Bon, il faut savoir que comme beaucoup de monde d'ailleurs, j'utilisais très souvent le même mot de passe partout. Bah ouais, retenir son numéro de carte bleue et 1 ou 2 mots de passe, c'est faisable, mais plus ça devient vite compliqué, ce qui est une grossière erreur, puisqu'une fois qu'un mot de passe est trouvé, les hackers ont accès à tous les comptes possibles et imaginables que vous avez. Bon, j'utilise depuis ça NordPass, qui est un service utilisé aujourd'hui par 14 millions d'utilisateurs et qui vous permet de gérer vos mots de passe avec une sorte de coffre-fort virtuel où vous stockez toutes vos informations en sécurité. NordPass, ça va aussi vous aider à remplir très facilement et rapidement vos identifiants sur vos sites habituels et ça va vous permettre de générer des mots de passe bien costauds et surtout différents sur chaque compte en ligne que vous avez. C'est sûr que ça va vous changer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le mot de passe le plus utilisé au monde. Donc si vous avez celui-là les amis, il est grand temps de le changer. L'application est bien sûr disponible en français, elle va synchroniser tous vos appareils, PC, tablette ou mobile, avec un seul compte et va vraiment vous rendre la vie plus facile sur internet. Pour profiter de l'offre exclusive NordPass, cliquez sur le lien dans la description ou rentrez le code espace NordPass lors de votre commande pour obtenir 1 mois supplémentaire gratuit. Merci NordPass, et il est temps pour nous de passer à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. À l'heure où, sur Terre, si on en croit les médias traditionnels, l'eau semble être au centre de toutes les préoccupations, la présence d'eau sur la Lune ne l'est pas moins. Et oui, sans eau il sera impossible de bâtir une mission lunaire de longue durée, car bien évidemment, il n'est ici pas question d'envoyer de grandes quantités de ce précieux liquide depuis la Terre. Le coût serait vite faramineux, sachant qu'il est très onéreux d'envoyer 1 kg d'une ressource en orbite, qui plus est en orbite lunaire. Heureusement, grâce aux nombreuses missions d'exploration de notre satellite naturel lors de ces dernières années, on sait désormais que de grandes quantités d'eau sont présentes à sa surface, et notamment sous forme de glace dans les cratères ou aux pôles. C'est d'ailleurs vers ces pôles que les futurs marcheurs lunaires feront leurs premiers pas. Bon, l'eau est présente un peu partout sur notre satellite naturel, sous différentes formes, mais il restait cependant une question cruciale à élucider, d'où peut bien provenir toute cette eau qui s'est accumulée lentement vers les pôles pendant des millions d'années ? Y aurait-il ici une sorte de réservoir géant bien caché sous la surface, comme c'est le cas sur Ganymède, une des lunes de Jupiter ? C'est grâce à la mission chinoise Chang'e 5, qui a réussi l'exploit de ramener sur Terre des échantillons de sol lunaire en novembre 2020, que les scientifiques viennent de faire une découverte que l'on peut qualifier de révolutionnaire tant elle est importante pour l'avenir de la conquête lunaire. Ces prélèvements de régolithes ont révélé la présence de mini-billes de verre, une ressource qui avait déjà été observée dans les échantillons ramenés par les missions Apollo. Ces minuscules billes de verre se forment en fait lorsque des météorites frappent à la surface de la Lune à grande vitesse. L'énergie libérée par l'impact dégage une chaleur intense et vaporise les minéraux qui se refroidissent ensuite sous la forme de ces petites billes de verre de quelques dizaines de micromètres de diamètre. Le problème, c'est qu'à l'époque, aucune analyse poussée n'avait été effectuée, faute d'avoir la technologie et les connaissances nécessaires. Mais c'est aujourd'hui chose faite, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est vraiment surprenant et surtout plein d'espoir. C'est dans la couche extérieure de ces billes récoltées à faible profondeur sous la surface que l'équipe de chercheurs a non seulement trouvé des concentrations en hydrogène très élevées, mais également un indice extrêmement intéressant, le rapport entre l'hydrogène et son isotope, le deutérium, est non seulement très faible, mais surtout il correspond parfaitement à ce que l'on retrouve dans les mesures effectuées sur le vent solaire. Bon, pour ceux qui se demandent ce que sont que des isotopes, ce sont des atomes qui possèdent le même nombre d'électrons, et donc de protons pour rester neutre, mais un nombre différent de neutrons. Ici en fait, le deutérium détecté par les scientifiques chinois possède dans son noyau un proton, et ce qui en fait sa caractéristique, un neutron en plus. Pour les chercheurs, avoir trouvé des proportions en hydrogène et deutérium équivalentes au vent solaire ne peut pas être qu'une simple coïncidence, et l'explication est donc toute trouvée. Le vent solaire dépose en fait des ions d'hydrogène, c'est-à-dire des atomes d'hydrogène auxquels il manque un électron, à la surface de la Lune. Ensuite, ces ions hydrogène se combinent avec les atomes d'oxygène contenus dans certains minéraux oxydés du régolithe lunaire pour former des molécules d'eau, dont la formule que vous connaissez tous est H2O. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce phénomène ne semble pas être isolé, puisque les simulations effectuées estiment que la quantité d'eau contenue dans ces billes pourrait atteindre 270 milliards de tonnes. Mieux encore, la modélisation du processus de formation de l'eau montre que ces billes de verre peuvent accumuler de l'eau en moins de 15 ans,
En résumé, cela signifie que ce mécanisme de création de l'eau lunaire est efficace et permettrait en quelque sorte de recharger les pôles lunaires en eau. Finalement, l'immense réservoir d'eau cachée dont je vous parlais a peut-être été trouvé, ce qui est une excellente nouvelle pour les futures bases lunaires prévues pour les années 2030. Si on ajoute qu'en plus ces billes semblent assez faciles à extraire, cela en fait une source d'eau idéale et abondante qu'il va falloir désormais apprendre à exploiter. Les trous noirs ont toujours fasciné les humains, et cet intérêt ne fait que s'amplifier avec les progrès fulgurants de la science. Souvenez-vous par exemple de la première photo obtenue en mai 2022 du fameux Sagittarius A, le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Cependant, le mystère qui règne autour de ces mastodontes cosmiques est toujours bien présent, car l'origine de leur formation n'est pas encore clairement expliquée, et la découverte récente d'un monstre dont la masse est estimée à plus de 30 milliards de fois celle du Soleil va de nouveau occuper les chercheurs pour de nombreuses années. Caché très loin de notre planète, à quelques 2,7 milliards d'années-lumière de nous, dans un amas de galaxies appelé Abell 1201, ce trou noir a été découvert en employant une méthode assez innovante. Les chercheurs ont associé l'effet de lentilles gravitationnelles à des simulations pointues et complexes pour aussi estimer sa masse. Mais avant d'aller plus loin et pour ne pas perdre une bonne partie d'entre vous, je vais commencer par vous expliquer simplement le phénomène de lentilles gravitationnelles qui se produit lorsque l'espace-temps lui-même est déformé par la masse d'un objet. Bon, imaginez l'espace-temps comme la toile d'un trampoline, et la masse comme une boule de pétanque jetée sur cette toile au centre. La boule de pétanque va ici déformer la toile, comme une étoile massive déformerait l'espace-temps, et tout rayon de lumière traversant cette région de l'espace-temps est alors dévié par cette déformation, ce qui provoque un effet loupe permettant de voir des objets très lointains situés derrière cette lentille. C'est d'ailleurs un sacré coup de pouce de la nature pour un observateur éloigné, car plus la masse est grande et plus l'espace-temps est déformé, et donc on peut voir plus loin. C'est d'ailleurs bien pour cela que les astronomes expriment la puissance d'une lentille gravitationnelle par la masse de l'objet qui est à son origine. Bon, comme je vous le disais, ce trou noir est situé dans un amas de galaxies, et plus précisément dans sa galaxie centrale appelée Abell 1201 BCG, où BCG réfère à Brightest Cluster Galaxy, que l'on peut traduire par galaxie la plus brillante de l'amas. Ici, en plus d'être très lumineuse, elle possède la particularité d'avoir une très forte lentille gravitationnelle, et sa découverte remonte à 2003, mais c'est surtout en 2017 que l'histoire devient intéressante, lorsque les scientifiques ont trouvé une sorte de tache moins lumineuse située au centre de cette galaxie, un indice imparable de la présence d'un très grand trou noir, mais malheureusement le manque de données et de modèles de calcul aboutis ne permettait pas à l'époque d'en savoir plus, et encore moins de calculer sa masse. En ayant eu accès à des observations plus récentes, notamment de Hubble, et en utilisant toute la puissance informatique disponible pour faire tourner de nouveaux modèles avancés, les astronomes ont alors effectué des centaines de milliers de simulations de déviation de la lumière au travers de cette lentille, en modifiant la masse du trou noir virtuel au centre de la galaxie. En comparant ensuite les résultats des simulations avec les images observées de la lentille Abell 1201 BCG, il s'est trouvé que le meilleur résultat était obtenu avec une masse de 32,7 milliards de fois la masse du Soleil, ce qui place ce trou noir dans la catégorie des ultramassifs, c'est-à-dire ceux dont la masse est supérieure à 10 milliards de soleils. Bon, je suis d'accord, ces chiffres donnent le tournis, mais rassurez-vous, même pour les astronomes, il est très difficile de se représenter à quel point cette chose est énorme. A titre de comparaison, Sagittarius A, le trou noir au centre de notre galaxie dont je parlais au début, qui est pourtant déjà énorme, a une masse de 4,15 millions de fois celle de notre Soleil, c'est-à-dire 7000 fois moins que le trou noir détecté dont je parlais juste avant. Encore plus vertigineux, le diamètre de l'horizon des événements, qui est la limite à partir de laquelle même la lumière ne peut échapper à l'attraction du trou noir, s'étendrait sur plus de 1290 unités astronomiques, c'est-à-dire 1290 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. On sait aussi que ce trou noir fait partie de la catégorie dormante, c'est-à-dire qu'il n'émet que très peu de radiation et n'interagit que très faiblement avec son environnement. C'est exactement le contraire des trous noirs dits actifs comme Sagittarius A, qui attirent toute la matière située à proximité, qui s'échauffe et libère de l'énergie sous forme de lumière, de rayons X et d'autres radiations. L'équipe espère que cette découverte permettra une bien meilleure compréhension des mystères des trous noirs, et on peut raisonnablement espérer que des milliers d'autres seront découverts. Ça pourrait aider à comprendre comment ces objets plutôt exotiques sont apparus, et surtout comment ils ont évolué pour devenir aussi monstrueux. L'astrophysicien israélien Avi Loeb, professeur d'astronomie à l'université d'Harvard et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, prépare dès cet été une expédition quelque peu spéciale dans le Pacifique. Décidé il y a quelques mois, cette mission d'exploration a finalement bouclé son financement et aura bien lieu. Tenez-vous bien, avec son équipe, il va partir à la recherche de ce qu'il pense être un artefact d'origine extraterrestre qui s'est écrasé en 2014 au large de l'île de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, est-ce un canular ou un projet tout ce qu'il y a de plus sérieux ?
Eh bien, penchons-nous un peu sur ce qui pousse ce scientifique à organiser une telle aventure. Depuis plusieurs mois, Avi Loeb n'a qu'une seule obsession, réussir à collecter les fragments du premier météore interstellaire détecté par des humains à l'extérieur du système solaire. C'est d'ailleurs la NASA qui en est à l'origine, puisque c'est en apprenant en avril 2022 que l'astéroïde était d'origine interstellaire que l'astrophysicien a pris sa décision. Pour lui, c'est en fait évident, si l'objet provient bien de l'espace interstellaire, cela signifie qu'il doit également être extrêmement résistant pour avoir survécu à cette traversée sans encombre. Mais le professeur va plus loin encore et déclare que pour lui, l'analyse de la composition des fragments pourrait prouver de manière irréfutable si l'objet est d'origine naturelle ou artificielle. Pour lui, cet objet très particulier aurait très bien pu être lancé il y a plusieurs milliers d'années par une civilisation technologique lointaine. Bon, les terriens, comme toujours quand il s'agit du sujet très particulier des extraterrestres, il faut rester très prudent avec ce qui est annoncé. Avi Loeb, de son vrai nom Abraham Loeb, est en effet un personnage controversé dans le milieu scientifique. Il avait notamment soutenu l'hypothèse selon laquelle l'astéroïde Oumuamua, qui avait frôlé la Terre en 2017, était une sonde interstellaire extraterrestre artificielle. Son enquête, publiée dans un livre intitulé « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre », avait été critiquée par une grande partie de la communauté scientifique. Vous voilà prévenu. Mais cela dit, si vous avez suivi nos 5 épisodes du lundi sur la chaîne il y a quelques mois à propos de ce qu'on sait de la vie en dehors de notre planète, on ne peut quand même pas balayer sa théorie d'un revers de main sans attendre les conclusions de son expédition, si bien sûr le météore est récupéré sans encombre. Dans le cas contraire, de toute façon, ces recherches ont toutes les chances de tomber dans l'oubli, faute de preuves scientifiques concrètes. L'objet à repêcher se situerait dans le Pacifique à une profondeur de 1700 mètres au fond de l'océan, dans une zone d'environ 1 km². Le budget alloué à ces recherches permettra de financer 2 semaines d'exploration qui seront difficiles avec un fort risque d'échec de l'aveu même d'Avi Loeb. Donc maintenant, wait and see, et qui sait, on pourrait avoir une drôle de surprise, même si personnellement je reste très dubitatif. C'est une bien mauvaise nouvelle dans le monde du New Space qui vient de tomber. La société spécialisée dans les lancements de petits satellites, Virgin Orbit, est en grande difficulté après l'échec de sa dernière mission spatiale et est en train de licencier 85% de ses salariés. L'entreprise du millionnaire britannique Richard Branson a décidé de se séparer d'environ 675 personnes afin de réduire ses dépenses, car le cœur du problème, c'est son incapacité à s'assurer des sources de financement. Fondée en 2017 et basée en Californie, Virgin Orbit avait subi un gros revers en début d'année lorsque la tentative de lancement de la première fusée dans l'espace depuis le sol britannique s'est soldée par un échec. Virgin Orbit était en collaboration avec l'agence spatiale britannique et le Spaceport des Cornouailles et prévoyait le lancement de 9 satellites dans l'espace. Suite à ce gros revers, l'entreprise avait suspendu mi-mars ses opérations, le temps de mener des discussions sur de possibles sources de financement et d'envisager de nouveaux choix stratégiques. Bon, cette annonce est bien sûr de mauvais augure pour la filière, et on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour les employés de Virgin Orbit, mais également pour la start-up française Dark qui développe actuellement un concept très similaire afin de s'affranchir des pas de tir et proposer des lancements à bas coût. Espérons en tout cas qu'ils sauront tirer les leçons de l'échec de Virgin pour rebondir sereinement. Bon, vous avez forcément vu passer cette info cette semaine, ils seront les premiers êtres humains à voyager jusque la Lune depuis la dernière mission Apollo en 1972. La NASA a annoncé lundi soir que les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, sont les 4 astronautes sélectionnés pour constituer l'équipage d'Artemis 2. Les heureux élus vont commencer leur entraînement avec la capsule Orion durant l'année à venir pour préparer le lancement prévu en novembre 2024. Blue Origin a testé son futur moteur BE7 qui doit propulser l'atterrisseur lunaire Blue Moon. Je vous rappelle que ce propulseur fonctionne à l'oxygène et à l'hydrogène liquide et que sa chambre de combustion est fabriquée en impression 3D. Et voici un nouveau membre d'équipage pour la station chinoise Tiangong. Il s'agit d'un Taikobot programmé pour assister les astronautes aux opérations de maintenance et de manutention. Il mesure 1m71 et pèse 25 kg. Le Crawler Transporter 2, utilisé pour le transport de la fusée SLS vers la rampe de lancement, a récemment été inscrit dans le Guinness World Records. Avec une masse de 3106 tonnes, il est maintenant reconnu comme le véhicule autonome le plus lourd du monde. Aujourd'hui, on peut vraiment acheter tout et n'importe quoi. Si vous avez mis un peu d'argent de côté, vous allez pouvoir vous offrir un satellite. ComSat, une start-up spatiale chinoise, a mis en vente 3 satellites commerciaux sur un site de e-commerce chinois, taobao.com. Les prix débutent à partir de 1 million de yuan, soit environ 145 000 €.
Les terriens, avant que vous ne partiez, si la vidéo vous a plu, ce serait super sympa de la partager sur vos réseaux sociaux. Vous avez forcément autour de vous, sans même que vous vous en doutiez, des gens intéressés par le spatial. Et en fait, m'aider à faire découvrir le journal de l'espace, c'est peut-être encore la meilleure manière pour vous de remercier mon travail. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous. Je tiens également à remercier NordPass qui a sponsorisé l'émission d'aujourd'hui et qui vous propose une offre exclusive dont vous retrouverez les liens en description de vidéo. Merci NordPass, et quant à moi je vous retrouve très vite en vidéo. Ciao les terriens.